de l'audit. Donc, l'audit, il est qualifié comme une étude descriptive. Maintenant, si vous voulez faire un audit, donc le schéma d'étude, c'est une étude descriptive. La seule différence, c'est que dans l'audit, on doit, une fois qu'on a estimé les taux d'observance, on est obligé de mettre et élaborer des actions d'amélioration. Et c'est pour ça qu'il est important de se réaliser au moins un audit pour un thème à chaque fois. Donc, maintenant, concernant l'audit, donc il faut savoir que nombreux travaux ont démontré, que l'augmentation de la fréquence de l'hygiène des mains, donc ça c'est la problématique, et ça a été démontré quand on augmente la fréquence d'hygiène des mains chez les personnels soignants, donc cette fréquence va s'accompagner d'une réduction et une diminution de transmission croisée, donc la transmission nosocomiale bien sûr, des germes, donc transmission croisée entre les personnes. Et quand la transmission est diminuée, cela signifie qu'on va réduire automatiquement et systématiquement la prévalence des infections nosocomiales. Donc, l'une des actions majeures pour réduire la prévalence des infections nosocomiales, c'est augmenter l'hygiène des mains ou bien augmenter la fréquence de l'hygiène des mains et bien sûr l'une des actions principales en matière d'hygiène hospitalière. L'audit, comme je disais auparavant, est l'un des outils recommandés et fait partie des démarches a priori de repérage et d'évaluation, donc de repérage, pardon, et d'évaluation des gestes par comparaison à un référentiel. Donc, vous allez constater, vous allez estimer des indicateurs, bien sûr, par rapport à un référentiel. Donc, le plus important avant de lancer un audit par des enquêteurs, donc la phase principale, c'est la formation de ces indicateurs, de ces enquêteurs. C'est la maîtrise que vous allez auditer. Si je mets l'audit sur l'hygiène des mains, ce sera intéressant de maîtriser, l'hygiène des mains, les différents types d'hygiène des mains, les recommandations par rapport à l'hygiène des mains, en tenant compte, bien sûr, toutes les situations à risque. Donc, la fin de compte, c'est une démarche qui va au-delà d'un état du lieu. Donc, un état du lieu, la fin de compte, on peut le qualifier comme une étude descriptive. C'est-à-dire, on va décrire. Donc, lorsqu'on parle de descriptif, cela signifie qu'on va décrire, on va estimer des fréquences. L'audit, en plus qu'il permet d'évaluer les pratiques des organisations de mesure, donc il nous permet aussi d'estimer et mesurer les écarts entre la pratique, c'est-à-dire par exemple, on va prendre l'hygiène des mains, donc c'est la pratique réelle observée, par rapport, on va comparer cette pratique d'hygiène des mains, donc on va les comparer par rapport aux recommandations. Et tout le monde sait qu'il y a beaucoup de recommandations en ce qui concerne l'hygiène des mains et on va prendre par exemple les recommandations de la Société française en matière d'hygiène des mains. Il y a la HAS a un bon, la autorité a un bon article et qui en ce qui concerne l'hygiène des mains. Et bien sûr, en fonction des résultats obtenus, en fonction des indicateurs estimés, et ça c'est obligatoire, et c'est ça qui fait distinguer entre un audit et une étude descriptive, un plan d'action va être défini, bien sûr avec des mesures correctives prioritaires, c'est donc pour améliorer, et qui va prendre les personnes en charge de leurs mesures, on ouvre bien sûr, ainsi que le calendrier associé. Donc, il faut toujours, donc une fois vous avez mis en évidence cet écart, élaborer un plan d'action pour améliorer cet écart par rapport au référentiel. Donc, l'objectif de cette communication, à la fin de compte, quand on va prendre un bon exemple qui est l'hygiène des mains.
Donc, on va auditer et voir la façon et comment on est en train est-ce qu'on est en train de respecter l'hygiène d'IMA par rapport aux référentiels. Donc, on peut déduire tout ça à travers un objectif principal. Donc, et on va donc évaluer les niveaux de conformité des pratiques, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire sur le terrain de lavage des mains. Est-ce qu'effectivement sur le terrain, on est en train de respecter le lavage, bien sûr, des mains, bien sûr, en comparant par rapport les recommandations. On va donc, à travers cet audit-là, donc on peut fixer un autre objectif, c'est identifier les points forts, identifier aussi les lacunes et les points faibles, et donc ce sont les points à améliorer dans les pratiques professionnelles de lavage des mains afin de proposer des mesures permettant de les améliorer. Ça, c'est obligatoire pour un audit. Quand vous faites un audit, donc l'audit doit toujours accompagner par un plan ou bien par des actions pour améliorer la situation. Donc, si vous n'allez pas élaborer une action après l'audit, cela signifie que vous n'avez pas réalisé votre audit de façon correcte. Et c'est pour ça, parmi les objectifs, donc mettre en place et suivre un plan d'action d'amélioration de cette pratique. Et comme aujourd'hui, la pratique, on va l'évaluer, ce sera l'hygiène des mains. Donc, l'audit, donc, puisqu'elle est qualifiée comme une étude descriptive, donc, on peut élaborer un protocole d'audit. On peut donc identifier les méthodes qui vont être utilisées pour répondre à la question posée, puisque pour chaque protocole, il y a un objectif. Donc, il y a un objectif de l'audit. Et pour cette fois-ci, on va parler de l'hygiène des mains. Donc, généralement, pour le type d'étude, donc, dans notre situation, donc, il s'agissait d'une étude descriptive. Donc, l'audit est qualifié comme une étude descriptive. La seule différence avec l'étude descriptive, donc, puisque l'audit est composé de 4 étapes, c'est la 3e étape, c'est-à-dire élaborer et mettre en place un plan d'action pour améliorer la situation auditée. Donc, ça, c'est le type d'étude. Donc, pour l'audit, donc, l'audit, c'est une étude descriptive. La période d'observation, donc, il faut savoir que vous allez identifier des services à auditer, bien sûr, par rapport à des priorités, en tenant compte, par exemple, le risque, c'est-à-dire, on prend en considération les risques, plutôt les services à haut risque, tels que, par exemple, la réanimation, la chirurgie, la neurochirurgie, donc c'est des services, le service de néonatologie où l'hygiène des mains a un rôle très important pour réduire les infections nosocomiales. Nous avons aussi après la période d'observation et généralement quand vous identifiez les services, la période d'observation pour chaque service, donc elle est limitée entre 1 à 2 semaines. Par exemple, la HAS propose 1 semaine pour chaque service. Et généralement, d'après les recommandations, pour un audit, donc on ne dépasse pas, pour tous les services, on ne dépasse pas 8 semaines. Donc, la durée ou bien la période d'observation dans un service, donc elle est limitée à 1 semaine. On peut y aller jusqu'à 2 semaines par rapport à l'importance de ce service, mais la durée d'observation, mais on ne doit pas la dépasser une durée de 8 semaines pour tout l'audit. Donc, les services concernés, on doit prendre en considération on va prendre en considération certains critères et parmi les critères les plus importants, c'est les services à haut risque, là où il y a un risque important, là où l'hygiène des mains a un rôle très important en matière de réduction de risque. Il y a aussi la population d'études, donc l'audit portera donc sur tous les personnels, donc on doit prendre le personnel exerçant au milieu de soins. Oui, je crois qu'il y a les plaques ne défilent pas. Mais ça, elle est la même plaque. D'accord. C'est pas défilé, elle est la même plaque. Je suis en train d'expliquer les méthodes. C'est-à-dire pour réaliser un protocole d'audit.
D'accord. Donc, il y a la population d'études. Donc, vous avez le schéma d'études. Donc, c'est une étude descriptive. La période d'observation, donc, ce sera une semaine pour chaque service. La durée d'observation, elle pourrait aller jusqu'à entre 6 à 8 semaines pour tous les services. Les services concernés, il faut toujours prioriser les services à haut risque, là où l'hygiène des mains réduit le risque, surtout par exemple le service de néonatologie et le service de réanimation. Par contre, pour la population d'audit, quelles sont les personnes qui vont être auditées et observées? Donc, l'audit portera sur tous les personnels exerçant au milieu de soins sur l'ensemble des services concernés. Par exemple, si je prends un service, il est composé des médecins, des infirmiers, aides-soignants, agents hospitaliers, donc je dois les prendre en considération. Mais il faut toujours, il faut toujours adapter le personnel ou bien la population, la population à auditer par ce qu'on appelle vos moyens, c'est-à-dire les moyens qui vont être utilisés pour l'audit programme. Et si le type d'hygiène inclut, donc il y a plusieurs types d'hygiène, mais on va voir aujourd'hui donc un type d'hygiène qui donc un type d'hygiène. Donc pour cette fois-ci, on va prendre en considération le lavage ou bien le lavage des mains. Donc, la population, ce sera donc le personnel. On va prendre le personnel médical et le personnel paramédical. Le type qui va être audité et observé, ce sera l'hygiène des mains, puisqu'on connaît très bien l'importance de l'hygiène des mains. Les critères d'exclusion, donc, ce sera pour les personnels absents durant cette période, ou bien cette période, bien sûr, de l'audit. Donc, les soignants absents aux différents passages, puisqu'il y aura des enquêteurs qui vont être formés. Donc, ils doivent maîtriser et former en matière du lavage ou bien en matière de l'hygiène des mains. Ils doivent connaître tout ce qui est en relation avec l'hygiène des mains pour qu'ils puissent après auditer le personnel soignant. La taille d'échantillon, en fait, pour Salmé, par exemple, l'audit est considéré comme une étude descriptive où il s'agissait des séries de cas cliniques, donc ce qu'on appelle case report. Et c'est pour ça l'exhaustivité pour les séries de cas cliniques n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, la HAS recommande tant observation est assez couramment utilisée dans les outils statistiques pour qu'on puisse évaluer des résultats. Donc, si vous avez un service qui est important, qui est composé de personnel médical et paramédical, on peut auditer 30 personnes. Maintenant, si vous allez moins, on peut auditer moins. Donc, le nombre minimal d'observations conseillées par service, dans la mesure possible, sera de 30 par technique. C'est-à-dire, par exemple, ici, on va prendre le lavage ou bien l'hygiène des mains. Donc, on peut auditer 30 personnes dans chaque service. Quels sont les critères de jugement ou bien la cible qui va être observée? Donc, la première des choses, le premier point qui est important qu'on doit l'observer, c'est on va étudier ce qu'on appelle les ressources existantes. Mais on doit les comparer par rapport aux recommandations. Donc, 3 critères de jugement ou bien de cible seront considérés et à mesurer. Donc, c'est-à-dire l'existante, est-ce que l'outil ou bien est-ce que cette ressource existe? Est-ce qu'elle est adaptée? Et on va voir la définition de l'adaptation. Est-ce que cette chose existe, adaptée et de qualité? Et pour qu'on puisse mesurer ces 3 critères de jugement, on doit estimer ce qu'on appelle un taux d'observance. Et on va voir quels sont les taux et comment on va les estimer. Donc, la fin de compte, les ressources indispensables aux différentes techniques de lavage des mains sont, ça c'est obligatoire quand vous voulez faire une enquête, il faut toujours faire des passages. Les enquêteurs vont faire
un passage ou des passages dans les services pour identifier les ressources indispensables, adaptées et qualifiées. Quelles sont ces ressources-là qu'on doit les voir? Donc, c'est la disponibilité des produits hydroalcooliques. Ça, c'est important, puisque vous allez observer. On doit trouver l'équipement en point d'eau. Donc, est-ce que ça existe les points d'eau? Est-ce que les points d'eau sont proches ou ils sont loin? Est-ce que les points d'eau sont avec un matériel recommandé? On doit identifier et aussi voir est-ce que la robinetterie automatique existe? Est-ce qu'il y a un système de traitement de l'eau? Est-ce qu'il existe la disponibilité de distributeurs et de savons liquides? Est-ce qu'il existe ce qu'on appelle la disponibilité de poubelles à convects non manuels? Est-ce qu'il existe les distributeurs d'essuie-mains à usage unique? Tout ça, c'est des moyens et des ressources indispensables pour qu'on puisse évaluer, observer le respect du lavage ou bien de l'hygiène des mains. Ces équipes doivent être disponibles à chaque point stratégique, ça c'est important, par rapport aux recommandations bien sûr. Donc dans la chambre de malade, au niveau de la salle du soin, les toilettes et les réfectoires. Ces critères, ça c'est les critères ou bien les ressources indispensables. Est-ce que ces ressources sont adaptées et de qualité? Bien sûr, adaptées et de qualité par rapport les recommandations, par rapport aux normes. Donc, nous avons les équipements sanitaires pour le lavage des mains, puisqu'on va on va faire un audit de lavage des mains. On va voir est-ce que le matériel pour le lavage des mains est normalisé. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lavabo, un robinet, un distributeur de produits de lavage et toutes ces informations doivent être documentées, c'est-à-dire oui ou non. L'essuie de main à usage unique et sac pour déchets. Ça, c'est pour l'adaptation. Les critères exigent pour l'équipement sanitaire un équipement, d'ailleurs, on définit l'adaptation, un équipement adapté, c'est par exemple est placé à proximité. On ne peut pas faire un point d'eau loin, bien sûr, de la salle de soins, par exemple. Donc, on doit l'adapter, on doit la mettre. Ça, c'est la définition de l'adaptation. Elle est placée à proximité de l'activité. C'est aussi vrai pour les postes de lavage des mains que pour les distributeurs de produits, par exemple, pour friction. Donc, ça, c'est pour les distributions aussi automatiques. On explique ce rôle par la réduction de temps, pourquoi il est adapté, pourquoi on exige que ces points d'eau doivent être à proximité, puisque cela permet de réduire le temps de déplacement et éviter ce qu'on appelle la création d'un conditionnement et le croisement. Deuxième chose, par exemple, pour le lavabo, doit être de dimension suffisante, sans trop plein, avec siphon facilement démontable, et c'est pourtant la décontamination. La robinetterie doit être bien dégagée, pouvant être actionnée sans contact avec les mains. Le distributeur de produits de lavage mural, ça c'est important, il doit être Il n'y a plus d'Internet. Oui. Bamra, tu parles dans le vide. Là, tu parles dans le vide. Ok. Ah, très bien, Lara, très bien. Mais moi, je suis en train de prendre des notes. Ah, yeah.
هذوك تاع الدجاج ولا ديال الصبر كارثة والله. اوكي جاتكم احنا جاتني ما عندناش. Il y a un problème de connexion, je pense, aujourd'hui. Donc, on a vu donc les critères d'adaptation et on a défini l'adaptation et puis après on a vu les critères de qualité en tenant compte les différentes ressources et les éléments nécessaires pour l'hygiène des mains. Maintenant, le choix des produits de lavage, l'utilisation du savon en pain pour le lavage des mains est à proscrire. Tout le monde sait que le savon en morceaux est interdit et donc le plus important, c'est d'utiliser un savon liquide qu'il faut utiliser donc dose unique par lavage pour un usage individuel. Donc, quelles sont les caractéristiques de ce savon? Donc, il doit être doux et non irritant de fait de son utilisation fréquente, propre, stérile, compatible avec d'autres substances utilisées en milieu de soins non sélectifs sur la flore microbienne. Maintenant, si vous avez remarqué, il y a l'audit, c'est une étude descriptive. Donc, il y a un schéma d'étude. Donc, le schéma d'étude, c'est une étude descriptive. Mais quand vous dites audit, cela signifie que vous devrez élaborer des actions pour corriger. Il y a la première étape, c'est la période d'observation. Vous devrez la fixer, donc, et elle ne devrait pas dépasser, bien sûr, 8 semaines. Donc, généralement, la HAS recommande de réaliser l'audit entre 6 à 8 semaines. La durée d'observation maintenant, donc ça c'est important à les dédier pour chaque service vis-à-vis de l'importance du service, mais on ne doit pas dépasser 1 semaine. Les services concernés, donc on prend en considération certains éléments, certains critères pour identifier les services concernés. On sait très bien pour l'hygiène des mains, il y a des services qui sont plus intéressants par rapport aux autres. Si on prend par exemple l'hygiène des mains dans un service de néonatologie, dans un service de chirurgie, dans un service de neurochirurgie, et encore, puisqu'on connaît l'importance de l'hygiène des mains. Quelles sont la population à auditer? Donc, c'est les personnels. Pour l'audit, il faut toujours identifier le personnel en tenant compte, bien sûr, le nombre des enquêteurs, donc les moyens qui vont être utilisés. Pour l'audit, par exemple, en ce qui concerne l'hygiène des mains, on va auditer, on va observer donc le personnel, les médecins et les paramédicaux. Le type d'hygiène, donc, dans ce travail-là, ce sera le lavage des mains. Donc, on va observer l'hygiène et le lavage des mains, bien sûr, par rapport aux recommandations. Et c'est pour ça l'enquêteur qui va observer, puisqu'il y a, on va voir après qu'il y a un questionnaire, il y a un tableau à remplir, doit maîtriser, il doit être formé de façon très, très approfondie en matière d'hygiène des mains. Il doit connaître les différents types d'hygiène des mains, il doit connaître les procédures, il doit connaître tout en ce qui concerne le lavage des mains. Donc, la taille de l'échantillon, bien sûr, donc d'après la HAS, puisque, comme je disais auparavant, l'audit est qualifié comme une étude descriptive, donc il est presque similaire à ce qu'on appelle une série de cas cliniques, donc c'est-à-dire case report. Donc, on limite le nombre d'observations à 30. Donc, on peut travailler avec 30 d'observations. Bien sûr, dans chaque service. Tu es en train de reprendre. Là, rapidement, d'accord.
Puis après, nous avons le critère de jugement. Donc, avant d'observer, avant d'estimer, il faut le premier point important, c'est il faut identifier les ressources existantes pour qu'on puisse observer. Donc, les ressources existantes sont indispensables pour une hygiène des mains, bien sûr, par rapport aux recommandations. Et c'est ça, les ressources indispensables pour réaliser votre audit en ce qui concerne l'hygiène des mains. Voilà, mais on prend en compte les ressources, mais on prend aussi les critères d'adaptation, c'est-à-dire leur position, par exemple pour un équipement, pour un point d'eau qui doit être à proximité de l'activité, il ne doit pas être loin. Et bien sûr, la qualité de ce matériel. Donc, maintenant, quand vous allez réaliser l'audit, donc quels sont les indicateurs à estimer? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez déterminer? Première des choses, vous allez estimer ce qu'on appelle le taux d'observance. Donc, et le taux d'observance dans cette situation, l'observance de la désinfection des mains est définie par le nombre de procédures réalisées, c'est-à-dire le nombre de lavages que vous avez réalisés, rapporté au nombre de situations où ce geste est effectivement nécessaire. Donc, il y a une situation où on doit laver les mains, ça c'est important. Par exemple, le matin, quand je rentre dans le service, je dois laver mes mains. Ça, c'est la procédure nécessaire. Et vous avez le nombre de procédés observés. Est-ce qu'effectivement, il a lavé ses mains? Et on va estimer ce qu'on appelle un temps d'observation qui est à la fin de compte, une fréquence relative. Et c'est pour ça on a dit que l'audit est qualifié comme une étude descriptive. Vous avez après estimé ce taux d'observance, mais en tenant compte de la spécialité, puisque vous allez travailler dans plusieurs services, vous aurez un tableau avec spécialité, par exemple le taux d'observance pour le service de néonatologie. Vous avez le taux d'observance pour le service de médecine interne, par exemple, pour le service de neurochirurgie. Et puis après aussi, vous avez le taux d'observance type de spécialité, le service et les catégories de soignants pour mettre en évidence les personnes qui respectent plus l'hygiène hospitalière. Et c'est pour ça qu'il est important de scinder ce taux par catégorie. On va estimer le taux d'observance chez le médecin, et puis après, chez le personnel soignant, pour l'audit d'hygiène, on a pris en considération deux populations. On a pris le personnel soignant, c'est-à-dire les médecins et les paramédicaux. Et dans cette situation, on va estimer un taux d'observance spécifique. Quoi? Pour le médecin et le paramédical. Donc, on va estimer aussi un taux par niveau de risque et on va voir après, effectivement, pour l'hygiène des mains, il y a 3 niveaux de risque et on va les voir après. Donc, le taux, deuxième indicateur à estimer, donc on a estimé le taux d'observance. Donc, je répète, le taux d'observance, ça c'est important de l'estimer, le nombre de procédures observées, c'est-à-dire de l'hygiène des mains réalisée, rapporté sur le nombre nécessaire. Est-ce que par rapport le nombre de procédures nécessaires? Et on va estimer ce taux estimer les taux spécifiques. Deuxième indicateur à estimer, c'est le taux de procédure adaptée. Et ce taux de procédure adaptée permet d'évaluer, donc ce taux-là est aussi considéré comme une fréquence relative, donc permet d'évaluer l'adaptation de la procédure. Tu as changé de place. Voilà. Allez, nice. Donc, permet d'évaluer l'adaptation de la procédure choisie, c'est-à-dire la cohérence entre l'efficacité
microbiologique de la procédure réalisée et le niveau de risque. En fait, nous avons trois niveaux de risque. On va les voir ensemble. Donc, c'est proposé par la HAS. Donc, niveau de risque, donc, soit un risque bas, risque élevé, et risque, bien sûr, haut. Donc, le risque bas consiste à éliminer les salissures, réduire la flore transitoire. Et donc, ça c'est ce qu'on appelle le taux d'observance de qualité. Donc, les procédures possibles, lavage simple. Donc, je vais voir, j'aurai un tableau et voir est-ce que effectivement, quand il y avait un risque bas, ce personnel a lavé la main, mais de façon à réaliser un lavage simple, ou bien a fait une friction de désinfectante sur les mains propres. Quand il y a bien sûr un risque intermédiaire, et dans cette situation, on ne va pas réduire, mais on doit éliminer la flore transitoire. Et pour éliminer la flore transitoire, le geste obligatoire, c'est le lavage antiseptique ou bien lavage simple associé avec une friction désinfectante sur les mains propres. Donc, on lave, on rend nos mains propres, puis après, on associe avec une friction désinfectante. Par contre, il y a un risque là où le niveau de risque est élevé, donc c'est surtout pour les actes chirurgicaux. Et dans cette situation, l'objectif donc consiste à éliminer la flore transitoire et réduire la flore résidente. Donc, on ne doit pas avoir la flore transitoire, donc qui est pleine de germes. On doit réduire la flore résidente qui habituellement existe dans nos mains. Et dans cette situation, je suis obligé de réaliser le lavage chirurgical ou bien la friction chirurgicale. Donc, ça, dans cette situation, je vais estimer le taux de procédure adapté en tenant compte, bien sûr, ces trois situations, c'est-à-dire est-ce qu'il est adapté par rapport au niveau de risque. Le lavage simple lorsque le risque est bas, associé simple avec friction lorsque le risque intermédiaire et bien sûr chirurgical lorsque le risque est élevé. Et dans cette situation, le taux de procédure adapté n'est que le nombre de procédures adaptées, en tenant compte adapté par rapport au niveau de risque, rapporté bien sûr sur le nombre de procédures observées, c'est-à-dire le lavage réalisé. Ça, c'est un bon indicateur, bien sûr, pour voir est-ce qu'effectivement on adapte notre hygiène des mains, le lavage des mains par rapport au risque. Le troisième indicateur aussi qui est très important, le taux de procédure correct. Puisqu'on peut laver les mains, mais on peut ne pas les laver correctement. Et c'est pour cela, cet indicateur permet de mesurer le caractère correct de la procédure choisie, caractérise le respect de la technique et de la méthode choisie. Si j'ai choisi le lavage simple, est-ce que effectivement j'ai respecté cette technique? Ou bien la méthode utilisée pour le lavage simple. Bien sûr, en comparant toujours dans toutes les situations, que ce soit le taux d'observance, le taux de procédure de qualité ou bien le taux de procédure correcte, on est en train de comparer avec les recommandations. Je suis en train d'observer, j'ai les recommandations et je suis en train de comparer. Est-ce qu'effectivement, il a réalisé cette action-là en tenant compte de ces recommandations? Et dans cette situation, le taux de procédure correcte est égal au nombre de procédures correctes par rapport au nombre de procédures observées. Si vous avez remarqué, au début, on a estimé un taux observé, le taux d'observance, il est très important, le taux d'observance. Puis après, le taux d'observance qui est le nombre de procédures observées, c'est-à-dire réalisées par rapport le nombre de procédures nécessaires. Ça, c'est un taux global.
Puis après, on a estimé ce temps d'observance, on les a scindés par rapport à plusieurs critères. Donc, et dans cette situation, on va estimer le taux d'observance spécifique. Et ce sera le taux par spécialité, par service, par catégorie, surtout par catégorie de soignants. On va voir est-ce que ceux qui réalisent le taux qui lavent leurs mains par rapport à une situation nécessaire, est-ce que c'est les médecins ou bien le paramédical? Et après, on doit prendre en considération cet indicateur pour élaborer nos actions. Bien sûr vis-à-vis les deux catégories. Et par rapport au taux d'observance, par rapport au niveau de risque, le deuxième indicateur, c'est le taux de procédure adapté. Et le troisième indicateur, c'est le taux de procédure correct. Est-ce qu'effectivement, on est en train d'utiliser de bonnes méthodes pour, et on respecte bien sûr la technique. Ça, c'est important. Donc, le taux de procédure faite adapté et correct, c'est le dernier indicateur à estimer Avance le plaque, s'il te plaît. Donc, c'est le dernier. Je sais, j'ai compris. Et tout à l'heure, tu as oublié de mettre la plaque. Mais on a compris l'essentiel. Voilà. C'est le dernier indicateur à estimer, puisqu'il est très important. Et on prend en considération ce taux-là pour qu'on puisse élaborer notre action. C'est le taux de procédure faite, adaptée et correcte. Donc, effectivement, on va prendre en considération les trois indicateurs. Est-ce que effectivement la procédure a été réalisée puisqu'elle était nécessaire? Est-ce qu'elle était adaptée en tenant compte, par exemple, le risque? Et à la fin, est-ce que cette technique réalisée et adaptée était correcte? Est-ce qu'on l'a lavé correctement nos mains, par exemple, quand il y a un risque dans un service de chirurgie? Et tout ça, donc, après, lorsqu'on va estimer ces taux-là, et surtout le dernier taux, on peut identifier un écart entre ce qu'on est en train de réaliser, c'est-à-dire entre l'observé et les recommandations. Pour combler cet écart-là, on doit lancer et élaborer des actions de formation. Donc, ce taux-là permet de mesurer le caractère correct. Est-ce que vous avez bien réalisé de façon correcte le lavage simple, le lavage chirurgical? Donc, ça, c'est important. Est-ce qu'il est adapté? Donc, est-ce qu'il a pris en considération le niveau de risque? Et bien sûr, est-ce que la procédure choisie et la technique choisie était correcte? Et dans cette situation, ce taux-là est égal au nombre de procédures adaptées et correctes qui ont été estimées auparavant, rapporté sur le nombre de procédures observées. Pour ces trois critères, et donc on prend en considération ces trois critères, nous calculons après tout d'abord un taux global, c'est le taux de procédure adapté et correct, puis après les taux spécifiques en tenant compte la spécialité, le service, les catégories de soignants et le niveau de risque. Donc, et à travers ce taux-là, on peut après élaborer un plan si on met en exergue et on arrive à identifier un écart entre ce qu'on est en train de réaliser, c'est-à-dire le lavage habituel et de façon habituelle de nos mains, c'est l'observer par rapport aux recommandations. Quelques définitions qui sont intéressantes pour que vous puissiez réaliser votre audit, puisque surtout pour les épidémiologistes, l'audit est une étude descriptive. C'est comme vous allez réaliser un travail scientifique, une étude. D'ailleurs, il y a beaucoup de publications en ce qui concerne l'audit. Donc, l'audit, c'est une étude descriptive. Vous réalisez votre protocole. Vous formez les enquêteurs. Vous utilisez des définitions. Et donc, quelles sont les définitions les plus utilisées? Première des choses, donc, nous avons pardon.
أنا حل شوف ليش الديريكتور. Il est important de donner des définitions concernant les différents types de lavage, puisque vous allez observer. Il faut maîtriser tout ça, il faut former vos personnels et vos enquêteurs sur les différents types de lavage. Le lavage simple des mains, la friction hydroalcoolique des mains, la friction chirurgicale ou bien la chirurgicale par friction, le lavage chirurgical des mains, et bien sûr la qualité technique de l'hygiène des mains. Ça c'est important, ça c'est un point important que l'enquêteur ou bien celui qui va réaliser l'audit sur le terrain doit connaître les différents types d'hygiène et il doit connaître de façon très détaillée l'hygiène des mains. Le deuxième point qui est important qu'on doit le regarder, c'est certaines recommandations. Par exemple, la première recommandation, ça c'est la recommandation de la HAS quand vous réalisez bien sûr un audit. Donc, il est recommandé de se laver les mains au savon et à l'eau lorsqu'elles sont visiblement sales. Ça c'est important, ça c'est ce qu'on appelle lavage simple pour qu'on élimine ce qu'on appelle laver les mains bien sûr. Nous avons les recommandations, recommandation 2 par exemple, lors d'exposition suspectée ou effective à des agents pathogènes sporulés, notamment par exemple une situation épidémique aux germes difficiles. Donc, le lavage des mains au savon et à l'eau reste la méthode à privilégier. Ça, c'est des recommandations qu'on doit les utiliser quand on réalise notre audit. Par exemple, en ce qui concerne la friction des mains avec un produit hydroalcoolique et la méthode de choix pour l'antisepsie. La recommandation 4, tout ça donc doit être donc avant de réaliser tout ça, on doit faire une formation très détaillée pour nos enquêteurs. Quatrième point qui est important, donc c'est le recueil des données, puisque vous allez réaliser une étude descriptive et dans la partie protocole ou bien méthodologie, il y a la partie, c'est une étude épidémiologique, donc il y a une partie à documenter et ce qu'on appelle le recueil des données. Donc on doit élaborer une fiche de recueil, donc l'audit sera réalisé à l'aide d'une fiche de renseignement remplie par l'auditeur ou bien par l'enquêteur, suite bien sûr à son entretien avec le personnel et surtout après observation directe du personnel et du service visite. Donc, il doit observer donc les ressources mises en place. Donc, il doit les auditer et documenter le questionnaire et on a vu ça ensemble. Il va auditer des pratiques, c'est-à-dire l'auditeur, lors de son passage, il observera les équipes à auditer durant leur pratique, donc voir et observer leur façon et la façon utilisée pour notre audit, c'est l'hygiène des mains, c'est-à-dire on va prendre en considération l'hygiène des mains. Donc, l'ensemble de ces observations sera recueilli sur la fiche de renseignement et de manière anonyme et bien sûr, on va en tenant compte bien sûr les différents types d'hygiène des mains. Donc, vous aurez le questionnaire, donc vous aurez après la saisie des données, vous avez l'SPSS, vous pouvez documenter votre questionnaire, transformer en format électronique et faire l'analyse des données. Il faut toujours, quand vous réalisez un audit, donner un échéancier. Donc, il ne faut pas travailler sans fixer les dates. Il faut toujours préparer le protocole, former, ça c'est très important. J'insiste beaucoup sur la formation des enquêteurs. Vous ne pouvez pas réaliser un audit dans un établissement par des enquêteurs, par des techniciens, alors que ces techniciens-là ne maîtrisent pas, par exemple, l'hygiène des mains. Donc, on doit prendre ça en considération.
Une fois que vous avez réalisé, ça c'est important pour vous aussi, une fois vous avez réalisé l'enquête, vous avez fait votre rapport, il faut toujours informer les services, ceux qui ont participé à cet audit. Ça c'est obligatoire. Et donc la rédaction du rapport, comme je disais la dernière fois, que dans un système de surveillance, doit être aussi rapide que la réalisation de l'enquête. Enfin, une fois que vous avez documenté votre questionnaire, saisir les données, analyser vos données, rédiger le rapport, mettre en exergue ou bien estimer les indicateurs, calculer bien sûr, estimer l'écart entre l'observé, puisque les indicateurs permettant de quantifier l'écart entre l'observé et les recommandations, vous allez, ça c'est obligatoire aussi quand vous voulez réaliser un audit, comme je disais auparavant, d'élaborer un plan d'amélioration. On peut pas qualifier votre travail comme un audit si vous ne réalisez pas et vous proposez pas un plan d'amélioration. Et d'ailleurs, c'est la troisième étape. Donc, la troisième étape, et ce plan d'amélioration va distinguer l'audit par rapport à une étude descriptive. On va pas décrire seulement, mais on doit décrire, quantifier l'écart, puis après mettre en place un plan d'amélioration. Et ça sera plus intéressant à la... Hein? C'est ça la fiche d'audit. J'ai pas compris. C'est ça la fiche d'audit. C'est ça la fiche d'audit, effectivement. D'accord. Donc, on ne peut pas réaliser un audit s'il n'y a pas un plan d'amélioration. Et à la fin, ça sera plus important, puisque vous avez une situation observée, vous allez mettre un plan, donc on est censé d'améliorer cette situation observée. Ça sera plus important après de faire une étude avant-après, c'est-à-dire comparer la situation après le plan par rapport à la situation existée auparavant. Et donc, ce schéma d'étude est qualifié comme une étude descriptive aussi. Donc, on peut parler d'une étude avant-après, ou bien une étude d'ici ailleurs, qui est qualifiée comme une étude quasi expérimentale. Elle est dans la réalisation, n'est pas difficile. Et c'est ça, en fait, l'audit de façon globale. On termine avec la dernière fiche, qui est le fiche d'audit ou bien le questionnaire. Ça, c'est un questionnaire simple réalisé dans un service auparavant. Donc, on peut voir un fiche formé. Ça, c'est important. J'insiste sur la formation. Vous ne pouvez pas réaliser un audit sans la formation de votre personnel. Donc, ça, c'est une fiche à documenter par les enquêteurs lors de leur passage dans un service. Donc, vous avez un exemple de fiche d'audit? Ah bah, c'est un fiche, hein, le fiche d'audit. Il y a une plaque qui a différents types de lavage, 5 indications de l'hygiène, recueil des données et fiche d'audit. Mais complètement. Et je voulais pas parler parce qu'à chaque fois je t'interromps pour des... Ah, fiche d'audit, hein. Voilà. Maintenant. Là, on la voit. Et là, après, la fiche d'audit, ils ont un petit exercice parce que là, apparemment, les différentes étapes, ils n'ont pas, il faut une application. Non, les différentes étapes, c'est des épidémiologistes. Donc, on a vu, bon, on termine avec fiche d'audit. Voilà, c'est une fiche à documenter. Ça, c'est l'audit des pratiques. Mettez un si oui ou non. Donc, je vais prendre, par exemple, lavage simple. Observation de préalable à l'hygiène des mains. Bien sûr, en tenant compte le respect, par exemple, du manche courte, l'absence de bijoux, ongles courts, vernis, sans vernis, sans faux ongles. L'observation de la technique aussi, on doit prendre les différents temps pour réaliser le lavage simple.
Et puis après, nous avons évaluation de la technique. Est-ce que je suis en train de voir, bien sûr, le personnel. Est-ce qu'il a pris, est-ce qu'il a pris lorsqu'il a lavé la main, est-ce qu'il a pris en considération le niveau de risque? Et dans cette situation, on va parler de l'hygiène des mains, mais adaptée. Correct, oui ou non, c'est la même chose. Est-ce qu'il a lavé de façon, correcte? Il a bien utilisé la technique de lavage simple des mains. Donc, s'il l'a lavé, ou bien elle était correcte dans cette situation, je coche oui. Et donc, ça c'est pour le premier questionnaire, ou bien la première partie qui concerne lavage simple. C'est la même chose pour la friction hydroalcoolique. C'est la même chose pour lavage chirurgical. Je suis en train d'observer, bien sûr, et je coche. Il y a fiche d'audit, deuxième des choses, activité réalisée, lavage simple. Par exemple, ici, c'est un tableau d'observance, bien sûr, de différentes activités réalisées par les personnels audités. C'est la même chose, je peux cocher activité réalisée. Est-ce qu'il a réalisé lavage simple des mains? Est-ce que, ou bien technique entre 1 et 4, donc il a réalisé la technique de lavage. Est-ce qu'elle était, donc elle est scorée de 1 à 4? Est-ce qu'elle est adaptée par rapport au risque? Est-ce qu'elle était correcte? Est-ce qu'il a porté un gant après? Tout ça, c'est le nombre d'activités observées, le nombre de lavages des mains observés, puisque par exemple, pour le lavage des mains, on peut, pour une personne, on sait très bien pour le lavage des mains, donc à l'entrée, à la sortie, on doit prendre le nombre de lavages des mains réalisés, bien sûr, selon les recommandations. Tout ça, c'est des fiches techniques qui devraient être réalisées sur le terrain, donc par l'enquêteur, mais l'enquêteur doit être formé. Et c'est pour ça, nous, par exemple, quand on lance un audit, on a réalisé ça quand j'étais à Blida, donc quand on lance un audit, on fait une formation dédiée ou bien un séminaire de formation dans le service dédié aux enquêteurs. Une formation très détaillée, on prend en compte toutes les détails en ce qui concerne l'hygiène des mains, le type de lavage, le niveau de risque, le nombre de lavages, le lavage entre quand est-ce que je dois laver. Donc, je prends toutes les possibilités, les possibilités en ce qui concerne l'hygiène des mains. Quand l'enquêteur maîtrise l'hygiène des mains, donc on reprend les enquêtes, on reprend plutôt les fiches et les annexes. On doit documenter les annexes ensemble, donc avant d'y aller vers le service. Donc ici, par exemple, l'audit des ressources, on a dit qu'il y a des ressources. Je dois, les ressources la première des choses, on a vu les ressources indispensables, c'est-à-dire disponibles, les ressources adaptées, donc par rapport, par exemple, à proximité. Donc, on doit les prendre en considération. Donc, nous avons les ressources, vous avez l'équipement en point d'eau disponible, adapté, bonne qualité. Est-ce qu'il est disponible? Maintenant, on a vu la définition de la disponibilité. Est-ce qu'il est adapté? On a vu la disponibilité de l'adapté. Est-ce qu'il est de bonne qualité? Est-ce que cet équipement-là est de bonne qualité? La même chose pour les autres éléments. Et à la fin, j'aurai un questionnaire documenté. Je dois le transformer en format électronique ou bien un logiciel et faire l'analyse des données. Ça, en fait, on compte l'audit de manière générale. Le plus important, donc, si vous voulez réaliser un audit, vous prenez en considération vos moyens. Vous n'allez pas auditer toutes les actes. Par contre, vous choisissez par rapport à un besoin. Par exemple, l'hygiène des mains,
c'est un besoin. Et on connaît très bien que laver et augmenter l'observance en matière de lavage des mains réduit le risque et la fréquence des infections nosocomiales. Ça, c'est connu. Deuxième des choses, par exemple, on peut réaliser un audit en ce qui concerne le circuit ou bien le trait de déchets. Ce sera aussi important de réaliser un audit dans ce sens et voir qu'est-ce que vous pouvez rapporter comme amélioration. Puisque à chaque fois, l'audit, on ne doit pas s'arrêter à observer. On doit réagir. Et donc, la troisième étape de l'audit, c'est un plan d'action pour combler le vide et l'écart. L'écart, bien sûr, qui existe entre l'observé, sur le terrain, et les recommandations. Quelles sont généralement pour l'hygiène hospitalière pour augmenter le taux d'observance, augmenter, réduire l'écart? Donc, je dois sensibiliser, je dois former, ça c'est important, former le personnel, sensibiliser le personnel. Je dois élaborer un plan complet en ce qui concerne l'hygiène des mains. Donc, ça c'est une façon simple en ce qui concerne l'audit. Par exemple, ici, si je vais vous donner un exemple simple, je veux voir l'hygiène des mains. Est-ce que les gens respectent l'hygiène des mains? Est-ce qu'ils prennent en considération, ils maîtrisent les différents types d'hygiène des mains? Est-ce qu'ils prennent en considération ou bien ils adaptent l'hygiène des mains par rapport au risque? Tout ça, c'est des questions à poser. Et donc, je veux l'auditer et voir la situation et observer. Donc, on fixe un objectif et dans cette situation, l'objectif, ce sera facile. Donc, ce sera évaluer le niveau de conformité des pratiques, et c'est-à-dire sur le terrain qui fait le lavage des mains, et comparer par rapport aux recommandations. Il y a beaucoup de recommandations. Vous pouvez utiliser les recommandations de la HAS, de la Société d'hygiène hospitalière. Donc, il y a beaucoup de sociétés dans ce sens. Et donc, une fois évalué, donc, identifier les points d'eau. Donc, je suis en train d'élaborer, bien sûr, mon plan, mon protocole. Puis après, je vais y aller vers quelles sont les méthodes à utiliser pour répondre à cette question. Et donc, j'ai le type d'étude. Donc, il s'agit bien sûr d'une étude descriptive portant sur le personnel de santé, bien sûr. Et je dois, dans cette situation, est-ce que je dois prendre tout le personnel de santé ou bien je limite mon audit pour les médecins et les paramédicaux? Tout ça est lié par rapport, les moyens que vous avez dans votre service. La période, bien sûr, donc, elle est dans un service, elle est recommandée pendant une semaine, alors qu'en fait, la durée totale de l'audit ne doit pas dépasser 8 semaines. Donc, la HAS, par exemple, recommande une durée donc entre 6 à 8 semaines. Donc, la population, donc, vous allez auditer. Donc, vos enquêteurs, une fois formés, vont se déplacer vers le service. Donc, il y a une concertation, bien sûr, avec le chef service pour qu'il vous autorise, donc, pour accéder au service. Vous allez voir, vous allez observer, vous avez des fiches d'enquête, un support d'information. Vous allez observer dans chaque service, essayez d'observer par rapport aux moyens, bien sûr, essayez d'observer au maximum 30 personnes. Puis c'est pas évident, c'est difficile. Donc, une fois vous avez observé, vous avez documenté votre questionnaire, ça c'est important, vous allez estimer des taux d'observance. Donc, vous avez donc 3 taux d'observance. Et c'est ça le plus important. Vous avez le taux d'observance, le nombre de procédures observées, c'est-à-dire le nombre de lavages, par exemple le lavage simple.
rapporté sur le nombre de lavages simples nécessaires. S'il te plaît, Bouamra, s'il te plaît. Je vais peut-être me mêler de ta communication. À cette partie, moi j'ai observé tout à l'heure les chats d'Ahom. C'est cette partie qui les dérange. Ils n'ont pas très bien, parce qu'ils n'ont pas bien suivi les plaques. Donc, est-il possible de donner un exemple concret pour les ils répondent par écrit sur le chat. Ensuite, ça sera un exercice. À ton avis, on peut le faire? Je vais prendre un exemple. Par exemple, nombre de procédures observées. Lavage simple. Moi, je suis en train d'auditer l'hygiène des mains. J'ai le lavage simple. Dans la formation, il y a des situations où ça nécessite de procéder au lavage simple des mains. Ça, c'est le dénominateur. Par exemple, quand je rentre dans un service, le matin, je dois laver mes mains. Et ce sera un lavage simple. Quand je sors du service, c'est un exemple. Hein. Maintenant, je vais y aller vers le service et je vais observer. Est-ce qu'effectivement, l'agent, quand il rentre dans le service, il est en train de laver ses mains. Donc, je dois, le dénominateur, ce sera le nombre de procédures nécessaires, c'est-à-dire, donc, il est obligé de laver ou de procéder au lavage selon les recommandations. Ça, c'est les recommandations. Mais en réalité, observez, est-ce que l'agent, quand il rentre, il a lavé ses mains? Donc, il y a des agents qui vont laver, il y a d'autres non. Ça, c'est le lavage simple. Donc, le taux d'observance dans cette situation, en ce qui concerne le lavage simple, ou bien ça, c'est un exemple par cas. Donc, ce sera le nombre de procédures ou de lavage simple réalisé par rapport au nombre là où le lavage simple était nécessaire. Et ce sera un taux d'observance. Fois 100, puisque le taux dans cette situation est une fréquence relative. Nous avons un rapport, par exemple, ici, on a un article, en fait, voilà. Donc, puisque nous avons, on va voir une communication pour que vous puissiez comprendre. Je fais le micro, ma caméra. C'est des choses simples, c'est des fréquences. Ce qu'on est en train de calculer, c'est des fréquences relatives. Hein. Ce ne sont pas, par exemple, ici, je reprends la fiche. Les fiches d'audit, c'est des fiches standards. C'est des fiches élaborées selon les recommandations, mais on a pris en considération l'hygiène, hein, l'hygiène des mains. Mais est-ce que, grosso modo, elles ne sont pas standards. On peut les modifier. Elles ne sont pas standards. Donc, on peut les modifier par rapport au terrain, bien sûr. Mais on est aux services qui existent dans leurs établissements. Mais écoutez, docteur Gougam, on ne peut pas faire tout. Donc, on propose l'essentiel. Maintenant, celui qui va faire un audit, c'est-à-dire il va faire un travail scientifique, il n'a que reprendre la littérature, reprendre le document et essayer de l'adapter par rapport à son service. D'accord. Et qui est-ce qui définit l'objectif? C'est des spécialistes quand même. Est-ce que je suis dans un EPH
Concernant C'est PA, moi, je suis en dans... tant que spécialiste, en tant qu'épidémio, je définis l'objectif, ou est-ce que j'ai une équipe qui va définir avec moi l'objectif? Non, généralement, ce qu'on doit faire. Donc, il y a ce qu'on appelle une enquête de prévalence. Par exemple, on fait pour chaque année, le mois d'avril, une enquête de prévalence. On va estimer une fréquence des infections nosocomiales. D'accord. On sait très bien que l'une des actions essentielles pour réduire ou l'un des facteurs de risque majeurs qui augmente cette prévalence, c'est l'hygiène des mains. Oui. Et donc, je veux je veux connaître la situation où on est en matière d'hygiène des mains, puisque j'ai trouvé une prévalence élevée. Elle dépasse les 20%, par exemple. D'accord? L'hygiène des mains est un facteur de risque majeur. Derrière, et on a dit que lorsqu'on augmente la fréquence d'hygiène des mains, la fréquence, bien sûr, d'hygiène des mains correcte, on réduit le risque le risque de contracter la maladie presque de 80%. Donc, je dois faire un audit d'observation. Donc, je vais estimer et déterminer le taux d'observance. Et je dois voir est-ce qu'effectivement, bien sûr, ce taux d'observance, ce sera le taux d'observance global, puis après le taux d'observance spécifique par type de lavage, est-ce que de qualité ou non. Et donc, j'aurai une donnée. Je vais trouver, par exemple, un taux d'observance qui me dit que les gens ne respectent pas beaucoup le lavage des mains. C'est un taux d'observance faible. Et je dois, ça c'est l'objectif de l'audit. Ça c'est l'objectif principal. Et c'est pour ça que j'ai commencé par l'objectif. Quand je commençais mon intervention, j'ai commencé par l'objectif. Donc je disais par exemple, évaluer le niveau de conformité. Est-ce que l'hygiène des mains réalisée dans mon service par les professionnels de mon hôpital est conforme et selon les recommandations. Ça, c'est le taux d'observance. Puisque le taux d'observance global, puis après le taux d'observance de qualité, c'est-à-dire par rapport à la technique et par rapport, bien sûr, le niveau de risque. Une fois que j'aurai des taux, j'aurai des estimations, je vais essayer, surtout si ce taux d'observance était faible dans cette situation, je vais essayer de l'améliorer. Donc, bien l'améliorer à travers une donnée quantifiable. Je disais, par exemple, j'ai un taux de faible, je dois lancer des actions. Et c'est ça l'utilité cruciale, à fin de compte, de l'audit. Donc, vous allez quantifier, mais après, vous devrez identifier les points forts du lavage des mains. Vous allez trouver, par exemple, le lavage des mains simple était bon. Par contre, le lavage chirurgical dans les blocs pose problème. Et dans cette situation, vous avez identifié un point fort, mais en même temps, vous avez identifié un point à améliorer. Et vous allez axer votre effort et votre action à améliorer ce point faible. Et c'est ça l'utilité de l'audit. Quand vous avez un problème en ce qui concerne l'hygiène, et surtout l'hygiène des mains actuellement, puisque nous avons un taux d'observance qui n'est pas bien, donc et pour l'améliorer, bien sûr l'améliorer, c'est-à-dire réduire l'écart, c'est ça l'améliorer, naqsu الفرق بين ce qu'on est en train de travailler dans la vie, dans notre activité quotidienne par rapport aux recommandations. C'est-à-dire, on va pratiquer la fin de compte. On reste pas dans la théorie, mais on va essayer de ramener l'agent à respecter les recommandations à partir, bien sûr, d'un accompagnement sur le terrain. C'est ça l'utilité d'un audit. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que le dénominateur est toujours égal à 30? Le dénominateur, c'est l'unité statistique, le dénominateur par service, bien sûr. C'est toujours égal à 30.
C'est toujours, bien sûr, par service. Hein. Voilà, 30. C'est l'unité statistique. D'accord. Il y a des questions, la pour combiner entre la présentation et les discussions. Donc, l'objectif de l'audit, en général, c'est évaluer l'écart entre ce qui est fait réel et l'erreur. Effectivement, puisque quand vous dites audit, comme je disais, je répète, l'audit, c'est une étude descriptive. Elle est composée de 4 étapes. La troisième étape, c'est quand vous allez mettre en évidence l'écart entre le terrain et les recommandations. Vous allez trouver, puisque vous allez estimer des taux d'observance. Taux d'observance, vous allez voir, est-ce que le taux d'observance était plus important, le taux d'observance de lavage simple était plus important chez le médecin ou bien le paramédical. Et vous allez le comparer, par exemple, par rapport aux normes, par rapport aux recommandations. Puis après, quand vous mettez l'écart en évidence l'écart, vous lancez une action. Vous êtes obligé, quand vous faites un audit, de lancer une action pour corriger. Et c'est ça le plus important. Demande quelles sont les indications du lavage des mains au niveau de laboratoire. C'est pas les mêmes. Quelqu'un qui me dise que la réalisation sur le terrain a médité. Donc, nous avons réalisé 3 audits, en fait. Et c'était très bien passé. On en avons j'ai même publié un article concernant le dernier audit. Hein. Donc, c'est pas difficile, mais ça demande de la maîtrise. D'accord. Donc, ce n'est pas très difficile si vous avez des bons enquêteurs, des agents ou bien des techniciens en hygiène hospitalière que vous formez. Et bien sûr, vous avez un bon protocole. Donc, c'est pas difficile de réaliser un audit sur le terrain. Mais dans tous les cas, vous n'allez pas prendre, par exemple, l'hygiène hospitalière. C'est un thème et sujet très large. Vous allez prendre à chaque fois un élément. Et si vous voulez réaliser l'audit, essayez de lire ce qui a été publié et vous allez voir qu'à chaque fois, il y a un élément à auditer. Par exemple, l'exemple que je viens de le présenter, j'ai pris en considération l'hygiène des mains. Il y a d'autres personnes, ils vont me dire, j'ai un autre problème, j'ai un problème en ce qui concerne le tri. Et donc, dans cette situation, j'essayerai de faire un audit pour le tri. Et ce sera très intéressant aussi. Donc, voir le circuit des déchets depuis sa production jusqu'à sa finalité. Et pour à la fin voir est-ce qu'il y a un respect de ce circuit-là. Et s'il y a de lacunes, vous allez lancer une formation en ce qui concerne le trait pour réduire l'écart entre l'observé et bien sûr les recommandations. Mais tout ça, essayez de à chaque fois identifier un problème. Vous ne pouvez pas faire un audit en tenant compte tous les facteurs, c'est pas possible. Donc parfois l'hygiène des mains, bien sûr, par priorité, par rapport à l'importance de facteurs de risque, l'hygiène des mains, le trait de déchets, parfois la stérilisation. Vous avez toutes ces possibilités-là. Vous avez le temps et essayez d'y aller pas par pas, en tenant compte, bien sûr, vos priorités. S'il vous plaît, est-ce que l'observation d'hygiène des mains est parmi les tâches de chef de service? Moi, moi, je dis que l'audit, c'est une étude descriptive. Quand vous voulez réaliser un travail scientifique, ce sera intéressant de faire un audit. Alors, on n'a pas à répondre à cette question, les tâches de chef de service ou non, c'est pas mon problème. Nous, on réalise des audits à notre niveau, mais on heurte l'absence des moyens. Effectivement, ça c'est une étape cruciale pour les moyens. Vous ne pouvez pas auditer si vous n'avez pas des moyens. Vous n'avez pas exigé, observé, puis corrigé si vous n'avez pas un point d'eau, par exemple.
un nombre de points d'eau important, un point d'eau adapté, à proximité. Donc, ça, c'est important. Vous avez bien dit, donc, si vous réalisez un audit, essayez d'auditer les ressources et à la fin, proposer les solutions. Et donc, pour que vous puissiez avoir les moyens nécessaires pour améliorer la situation, c'est-à-dire la situation observée par rapport aux recommandations. Je pense 30 personnes par service, puisque ce sera très difficile d'avoir 30 observations par unité. Maintenant, si vous voulez augmenter, puisque par exemple Selmi, si vous allez reprendre l'article de professeur Selmi en ce qui concerne la lecture critique des articles en sciences médicales, il qualifie l'audit comme série de cas cliniques. Et les séries de cas cliniques, c'est des études descriptives, sauf pour l'audit, donc il vaut mieux, il y a une action à suivre, mais ce sera intéressant de prendre 30 les recommandations de la HAS, par exemple, propose 30 personnes par service. Maintenant, si vous avez les moyens, puis ça demande beaucoup de moyens à l'observance, si vous avez des moyens, vous pouvez ajouter, bien sûr. Ce sera, si vous avez 3 unités, c'est pas évident d'observer 90 personnes, hein. Le terrain est très difficile. Il faut adapter par rapport à vos moyens. Au niveau de l'EPH, les enquêteurs vont être formés, bien sûr, par le médecin ou bien d'autres formateurs, le responsable, bien sûr, de l'audit. Celui qui va lancer l'audit, l'investigateur. Est-ce qu'on peut utiliser EpiInfo pour… Bien sûr, si ce sera très facile, vous pouvez utiliser EpiInfo, vous pouvez utiliser l'SPSS, vous pouvez utiliser n'importe quel que soit le logiciel. Moi, je disais à chaque fois que le logiciel, c'est un outil. C'est un outil d'aide qui va vous aider. Mais il faut maîtriser le protocole, il faut maîtriser l'audit, il faut maîtriser ce que vous allez estimer, c'est-à-dire les indicateurs. L'hygiène des mains au niveau de laboratoire, s'il vous plaît, c'est la même chose. Vous pouvez réaliser un audit d'hygiène des mains au niveau de laboratoire. C'est la même chose. Donc, 30 personnes à observer et pas 30 observations. C'est 30 personnes à observer. D'accord. L'unité statistique, c'est la personne. D'accord. Pour le lavage simple des mains, quelle procédure doit-on réaliser pour lavage simple des mains? Quelle procédure doit-on réaliser pour les visiteurs? Ça, il faut voir le cours, hein. Moi, l'intitulé de ma communication aujourd'hui, c'est l'audit, c'est pas le lavage simple des mains. L'objectif de l'audit, c'est évaluer l'écart. Effectivement, le dénominateur est toujours égal à 30, n'est pas le dénominateur. C'est par exemple, il y a 30 situations qui nécessitent l'action. Et vous allez voir, par exemple, qui nécessitent le lavage simple. Dans cette situation, le dénominateur n'égale pas 30, il égale le nombre des actions nécessaires. Donc, il faut s'adapter par rapport au dénominateur. Mais il y a toujours 30 personnes à observer. Et donc, le dénominateur n'égale pas, pardon, parce que je n'ai pas compris la question, le dénominateur n'égale pas toujours 30. Chaque fois, le son coupé, la présentation est très intéressante, mais on n'arrive pas. Désolé, puisqu'on a vu un petit problème en ce qui concerne l'Internet. Voilà, pour excellent, comment étudier l'écart. Ce sera important l'écart. Il a posé une bonne question et je la trouve très bonne sur Atrocini. Donc, l'écart, à la fin de l'enquête, ce qu'on fait, nous, par exemple, vous allez comparer entre 2 pourcentages. Vous allez lancer après des actions, vous allez observer, vous aurez des taux. Donc, vous allez le taux observer à l'état initial avant l'action et vous aurez après le taux observé après l'action. Vous aurez 2 fréquences à la fin de compte. Et vous allez comparer entre les 2 fréquences. Et cette situation, cette comparaison est qualifiée comme une étude avant-après. C'est-à-dire, vous allez comparer les résultats après vos actions, après la réalisation de l'audit et le lancement des actions,
avec ce que vous avez observé quand vous avez réalisé votre audit. Vous allez voir, est-ce qu'effectivement, vous avez pu améliorer la situation ou bien non. Et ce sera très utile sur le terrain pour améliorer la situation. Certes, ça demande un travail, mais c'est un travail très scientifique et c'est un travail qui a démontré son efficacité, puisque vous ne restez pas dans la théorie. Vous allez accompagner, vous allez suivre le personnel soignant, vous allez les former. Et c'est ça l'utilité de l'audit, c'est-à-dire vous allez être sur le terrain. Donc, les 3 niveaux de risque, vous pouvez voir la communication en ce qui concerne les 3 niveaux de risque. Vous avez le niveau bas, niveau intermédiaire et niveau à risque haut, comme le service de chirurgie, par exemple. Donc, vous n'allez que voir la communication en ce qui concerne l'hygiène des mains de façon générale. Le choix du sujet à enquêter doit être aléatoire ou programmé. Donc, il faut voir avec elle pose une question, le choix à enquêter doit être aléatoire ou programmé. Donc, quand vous passez dans le service, ce sera intéressant de prendre les 30 personnes dans le service. Vous avez la possibilité, d'ailleurs, quand vous lisez le document de Selmi, il parle d'un biais de sélection en ce qui concerne la représentativité. Est-ce qu'on doit prendre tous les cas ou bien on doit faire un tirage au sort? Moi, je pense, pour l'audit, essayer de travailler avec les personnes présentes. Puisque dans le tirage, il faut pas être carré, il faut être simple, essayer d'utiliser les outils les plus faciles, sinon vous ne pouvez pas réaliser votre audit. Il faut pas être trop sévère, puisque le terrain et le travail dans le terrain est très difficile. Je pense que Gougam. Oui, elle est malade. Moi, je pense, à mon avis, qu'à partir de cette communication, ils peuvent, comme ils veulent, par curiosité, prendre un petit exemple et essayer de l'appliquer sur le terrain. J'ai donné un exemple. Exactement, ça leur prend une semaine, ils peuvent régler ça. Et en cas de souci, lors des autres communications, ils peuvent nous faire part de leur point de vue et de leur observation. Bien sûr, vous avez mon email si vous avez des choses à... نقول لكم صحة فطوركم ولا صحة رمضانكم؟ هاكم mon adresse mail. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a écrit comme question? Quelqu'un me dit que quand on fait l'audio-observance d'hygiène des mains et la qualité de la technique utilisée, on a retrouvé un taux d'observance 2 et après formation, ce taux s'améliore. Quand j'étais, bien sûr, c'est ça l'utilité de l'audit. Donc, je répète, l'audit, c'est une étude descriptive. Elle est qualifiée comme une étude descriptive. Maintenant, comment distinguer l'audit d'une étude descriptive? L'audit est composé de 4 étapes. Il doit obligatoirement, sinon on ne peut pas le qualifier comme audit, il doit obligatoirement, une fois l'écart est quantifié, il doit obligatoirement accompagner par des actions. Si vous n'allez pas réaliser une action dans cette situation, c'est pas on ne va pas qualifier votre travail comme audit. Et la 4e étape, ce sera la comparaison entre la situation observée par l'audit et la situation observée après les actions. Et généralement, quand vous allez voir ce qui a été publié, vous allez trouver que à travers l'audit, on peut améliorer les situations. Et c'est pour ça, moi, j'insiste beaucoup pour ne pas qu'on puisse pas rester dans la théorie,
et pour qu'on puisse pratiquer et améliorer l'état d'hygiène de nos hôpitaux, ce sera très important de réaliser des audits. Bien sûr, il ne faut pas être... faut toujours utiliser les outils faciles, il ne faut pas être sévère, il ne faut pas être carré. À chaque fois, essayer d'identifier un facteur. Par exemple, cette fois-ci, on a pris un exemple, l'hygiène des mains. Il ne faut pas trop prendre tous les éléments et à la fin, vous ne pouvez pas y arriver à réaliser votre audit. Puisque le terrain, c'est pas comme la théorie. Quand on parle, c'est facile, mais quand on entame et on procède à réaliser, à concrétiser le travail sur le terrain, on sait très bien que le terrain est très difficile. Je prends à chaque fois un élément, l'hygiène des mains, le circuit aussi, c'est un problème de santé qui pose problème aussi en matière d'hygiène hospitalière, puisqu'il y en a beaucoup de structures qui ne respectent pas le circuit des déchets, et ce sera intéressant d'auditer, puis après lancer une action, et enfin comparer après à la fin et avant à la fin, après l'action, et bien sûr l'état initial, c'est-à-dire l'observation avant la réalisation de nos actions. Donc, je vais vous envoyer mon email sur le terrain. C'est difficile, même les gens n'acceptent pas l'idée de... Non, non, les enquêteurs, c'est nos techniciens, hein, c'est nos techniciens en matière d'hygiène hospitalière. Donc, si l'audit rentre dans leur travail quotidien, puisqu'ils sont affectés dans les services. Et ce sera intéressant, au lieu d'y aller pour voir seulement, s'y aller d'observer, puis après lancer des actions pour améliorer. C'est ça l'utilité et l'objectif d'un audit, c'est l'amélioration. Sur le terrain, c'est difficile. Il n'y a rien de difficile, il y a toujours la motivation. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes motivées et qui veulent réaliser des audits pour améliorer la situation. Et avoir moins de travail par la suite. Et avoir moins de charges par la suite. Et ça, non, ça sera intéressant aussi, puisqu'à travers l'audit, il va améliorer. Oui, ça a été démontré, quand on travaille, on n'améliore pas. Donc, on dit parfois c'est-à-dire notre effort, la fin de compte, n'est pas bien apprécié. L'audit, non, l'audit, vous êtes censé d'identifier les cas, lancer les actions, puis après comparer. Et c'est ça l'importance de cette communication et l'importance de l'audit. Et je pense que ce sera intéressant pour un épidémiologiste de réaliser au moins un audit pour chaque année. Je leur envoie la communication. Mais pas de problème, bien sûr. Chaque année, chaque année, il y a surtout dans un OPH. Et ce sera une activité en plus pour lui dans un OPH. Ce sera aussi une formation pour les hygiénistes responsables de l'hygiène à l'hôpital. Donc, et à la fin, ce sera aussi une amélioration de la qualité de soins et l'amélioration de l'établissement en matière d'hygiène hospitalière. Est-ce qu'on peut avoir les fiches d'audit? Qu'est-ce qu'on peut avoir les fiches d'audit, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je vais vous envoyer. Maintenant, il y a deux documents qui sont intéressants. Vous pouvez voir le document de la Société française en matière d'hygiène hospitalière. Il y a aussi un autre document qui est très intéressant en ce qui concerne la HAS. Et puis après, il y a des bons articles. Il y a des bons articles en ce qui concerne l'audit. Donc, l'audit, à chaque fois, ils prennent un élément et à auditer une action et voir la comparaison de l'amélioration de la situation. Donc, moi, je vous conseille de voir et
l'AHAS, donc les recommandations pour l'audit, la société d'hygiène, et puis après, quelques articles que vous pouvez les identifier à travers la recherche bibliographique Medline. Il y a même des bons articles tunisiens, hein? Des bons articles tunisiens qui parlent, qui ont publié sur l'audit. L'audit, bien sûr, sur l'hygiène des mains. D'autres questions? Je pense, donc, j'ai essayé de répondre de façon très rapide et bref et succinct à l'ensemble des questions, puisqu'il y avait beaucoup de questions. Je pense que la prochaine fois, on va prendre un autre thème qui est aussi pratique, puisque pour moi, ça m'intéresse plus de concrétiser notre théorie sur le terrain pour valoriser notre spécialité. C'est ça mon objectif principal. Si on arrive à concrétiser, à travailler de façon scientifique sur le terrain, par cette façon, on arrive à valoriser notre spécialité. Et bien sûr, c'est le souhait de tout le monde. Donc la prochaine fois, on fera l'étude épidémiologique. Wallah, on va voir. Je ne sais pas. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Je ne sais pas. On va discuter. Pas de problème, pas de problème. Donc, le son, chaque fois coupé, on n'arrive pas à vous suivre. Si vous pouvez nous refaire la présentation une autre fois, Inch'Allah, et grand merci. Ok, pas de problème. Donc, on peut la refaire, donc pas de problème. Donc, je vous souhaite un bon Ramadan. On la refait mal Maghreb. Voilà, entre 18h et 19h. 18h, 19h, voilà. Quelqu'un il m'a demandé de faire les déchets hospitaliers, le trait, donc on peut le faire, le déchet hospitalier, donc c'est un thème commun, donc on peut le faire, donc ça pose aucun problème. Donc on va voir, et on essaiera de programmer tout ça avec Dr Gougam qui fait un effort immense. Donc, elle nous facilite la tâche. Elle est très motivée. Et donc, elle est tenacière à cheval. Le matin, elle m'appelle le matin trop tôt. Donc, je la remercie beaucoup. Et j'espère qu'on essaiera de développer avec l'ensemble. Inch'Allah, on fera. D'accord. On a du chemin à faire ensemble. Voilà, il y a du chemin à faire ensemble, effectivement. Et je vous remercie. Sahaftork. Sahaftork, Sahaftorkum Kamel. Écoutez, ne quittez pas. Je vais éteindre moi. Je dois quitter le Zoom. Ce qu'on va faire. Et c'est bon, Amrak va vous envoyer la communication et c'est tout. D'accord, pas de problème, pas de problème. D'accord, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Recording stopped.